J'ai oublié, là. Désolé. Mais j'oublie à chaque fois. J'aurais dû y penser. Je vais trouver un peu plus haut. J'essaie Plus fort. de mettre mon oreille tout près, si un peu plus fort. Alors, pourtant, Beauvoir avait vu des choses justes, disais-je, sur certains points. Et elle avait, par exemple, relevé cette bévue, ce qu'on peut appeler une bévue, je trouve, de la pensée psychanalytique internationale au milieu du XXe siècle, à propos, justement, de ce que Freud avait appelé l'anatomie comme destin. Repris par ses suivants en masse, comme un seul homme, pourrait-on dire, soulevant des armées de protestation féministes, à juste titre. Lacan, lui, n'avait jamais promu ce concept. Il l'a critiqué, je ne vais pas reprendre là aujourd'hui, il l'a critiqué plusieurs fois sur un mode, on nous a assez rebattu les oreilles du pénis Snyder ou des choses comme ça, n'est-ce pas? Il l'a critiqué en le traitant de dénégation, ce pénis Snyder, et l'anatomie comme destin qui va bien sûr avec. Lacan ne l'a jamais promu, et curieusement, on s'en est très peu aperçu. Il y a très peu de monde qui a noté, il y en a quelques-uns néanmoins, mais il y a très peu de monde qui ont noté que Lacan n'avait pas repris ce concept majeur de la psychanalyse internationale au siècle dernier. Au siècle dernier, parce qu'elle n'ose plus trop maintenant. Elle s'est fait un petit peu ramasser. Lacan l'a même explicitement combattu, puisque en 1967, il lui a opposé très précisément, malheureusement c'est encore noyé par certaines reprises de publications, il lui a opposé très précisément la maxime ou la phrase « l'inconscience et la politique », dont l'élucidation, vous le savez, nous a occupé l'année dernière et qui est évidemment encore en cours, d'autant plus que, comme je le notais, elle est encore méconnue, cette opposition, et lorsqu'on tombe dessus, elle est encore noyée. Le poisson est encore noyé. On ne sait pas encore, ou on ne veut pas encore savoir, en psychanalyse lacanienne, que l'anatomie, c'est le destin, et là, tout à fait condamné. C'est bizarre. La pensée de Lacan avait pourtant sur le siècle une avance, et il l'a gardée. On croit qu'elle est à l'heure actuelle largement connue dans ce qu'il a découvert, tant son nom résonne, mais en réalité, la teneur de ce qu'il a patiemment élaboré dans les points décisifs de ces révolutions véritables reste en partie indéchiffrée sur plusieurs axes essentiels, pas du tout sur des points de détail. Que ce soit sur le rapport sexuel, sur la fonction du phallus, du père, du symptôme, du rêve, ou de ce qui forme un analyste, on ignore encore le plus souvent ce que j'appelais tout à l'heure le point vif, c'est-à-dire le niveau efficace, qui est très étroit en général, c'est tout petit, mais il ne faut pas le rater, le point vif de ces révolutions conceptuelles. Ils sont pourtant accessibles, ces points pivots, ce sont des points pivots. Lorsqu'on les déchiffre sans en omettre une seule lettre, en voyant surgir des réponses tout à fait saisissantes dans les articulations qui s'en effectuent, et qui commencent d'ailleurs, en certains points, à revêtir dans notre contemporanéité, justement, une certaine évidence. À même, donc, ces points pivots et ces articulations de relever les défis de l'actuel, à condition qu'on s'en serve. Si, par exemple, on part de certaines objections faites à la psychanalyse pour simplement d'abord les remettre à plat et ensuite mieux apercevoir en quoi ce que Lacan articulait y répond, permet d'y répondre, et ce en quoi nous pouvons le prolonger. Première objection, une des plus simples, concerne ce terme de choix du sujet. Choix du sujet au sens où Freud l'employait. Le sujet choisit sa névrose, le sujet choisit son orientation sexuelle, etc. Alors qu'on sait bien, évidemment Freud le premier le savait, que c'est un choix inconscient et involontaire. Vous savez que c'est beaucoup reproché à la psychanalyse. Alors, c'est un des points sur lesquels la psychanalyse n'a pas varié depuis Freud. Nous continuons en effet de dire
d'impliquer que le sujet choisit sa névrose et qu'il choisit son orientation sexuelle. C'est un point qui n'est pas remis en question en psychanalyse, parce qu'évidemment, sa raison continue d'être active et d'être reconnue. Ça consiste, la raison de ce choix, c'est le cas de le dire, mais d'un tout autre ordre, ça consiste à rendre le sujet, en somme, responsable de son inconscient, bien entendu, même s'il rejette ou refoule ses choix. Il n'en veut rien savoir, surtout s'il n'en veut rien savoir. Alors, ça sert bien sûr à ce qu'il puisse analyser le fonctionnement de cet inconscient, du moins en partie, et de ce fait qu'il soit capable d'y dénouer quelque chose ou de le remanier en partie. Mais après que la pensée occidentale a un temps été saisie par cet inconscient dont on serait donc responsable en ce sens, eh bien très nombreux désormais sont ceux qui le refusent, vous le savez, c'est-à-dire qui rejettent l'inconscient en ce sens et préfèrent appeler par exemple destin subi leur orientation sexuelle, leurs symptômes, et qui reprochent par conséquent aux psychanalystes de les rendre coupables de leur propre souffrance. C'est l'objet d'un rejet profond à notre époque. Ça se conçoit tout à fait. Ça se conçoit tout à fait. Et d'ailleurs, ça ne les empêche pas du tout de revendiquer leurs symptômes ou leur sexuation comme une identité, rejoignant en cela, par certains aspects, une part de cette fonction nouvelle du symptôme que Lacan d'ailleurs a reconnu et élaboré, avec celui de Joyce notamment. Il y a donc là une toute autre position à l'égard de l'inconscient que la nôtre. Il est à la fois, si on peut rassembler les éléments, rejetés, déniés et mis en acte. Et l'on ne voit pas du tout au nom de quoi la psychanalyse exigerait qu'on la rejoigne universellement dans son mode d'intégration de l'inconscient à la structure du sujet. Puisque c'est ce qu'elle fait, bien sûr. Psychanalyse dans le monde européen, vous avez l'inconscient quelque part, bien entendu. Une chose est que le psychanalyste feigne d'oublier donc que le choix du sujet est involontaire, pour le lui involontaire et inconscient, pour le lui imputer, mais pour pouvoir évidemment l'analyser, pour que lui puisse l'analyser, une autre chose est qu'il l'oublie vraiment. C'est toute autre chose. On ne saurait, et bien entendu, vous savez que ça s'oublie volontiers, ça. Quand les psychanalystes perdent de vue ce qui fait leur action et qu'ils en perdent les termes, ça arrive, bien entendu. Alors, on ne saurait considérer qu'il va de soi d'appeler choix la sexuation, la logique sexuelle, la névrose, même si nous poursuivrons ce défi, même s'il reste relevé, ce défi comme par le passé. La responsabilité de l'inconscient ne s'impose pas, elle se choisit. C'est l'action par laquelle se décide, par exemple, un analysant. La position qui consiste à rejeter nos choix inconscients, à les concevoir, donc à les concevoir non plus comme choix, mais comme subis, tout en les revendiquant par ailleurs, auprès de tous, voire pour tous. Je parlais tout à l'heure du devenir des petites foules d'orientation sexuelle, en quelque sorte. Oui, il y a un devenir de cette sorte, bien sûr, bien sûr. Tout en les revendiquant donc auprès de tous, se déploie massivement de nos jours, avec donc ce qui a été appelé trouble dans le genre, dans les orientations sexuelles, LGBTQ. Ce concept a rencontré, il faut bien dire, ce rejet de l'inconscient donc aussi, a rencontré quelque chose dès notre époque. C'est une époque où Dieu ne garantit plus que c'est qu'un homme, où il ne fabrique plus que c'est qu'une femme, et encore moins leur rapport, comme vous savez. Sauf que justement, quand il se retire, si l'on peut dire, de toute cette fabrication, il apparaît alors que de rapport, il n'y en a pas, de rapport sexuel entre les sexes. La position qui consiste à considérer comme imposée et non pas choisie
son orientation sexuelle, tout en la revendiquant quand même, voire plus encore, bien plus encore, ne date pas d'hier, cette position. Elle s'est déployée massivement dans la fin du siècle dernier et dans notre siècle, mais elle ne date pas d'hier. Il est intéressant de se souvenir que nous sommes dans un pays qui s'est passionné pour Sade et contre lui. Non pas bien sûr quand il fut emprisonné lors de la Révolution, du fait de son goût pour les violences sexuelles, de ses écrits obsessionnels visant à les décrire, ces violences sexuelles, et aussi, Lacan l'a souligné, embastillé également du fait de la colère de sa belle-mère. C'est au début du XXe siècle, toute intelligentsia confondue, que cette passion s'est levée, d'abord en France. Le catalogue de sévices que Sade écrivait, de sévices infligés au corps des femmes, parce qu'il faut quand même relever que c'est de ça qu'il s'agit, avant toute chose, même si quelques hommes sont par exception également un petit peu molestés. Ce catalogue, donc, de sévices infligés au corps des femmes, nous pouvons l'interpréter maintenant. Nous pouvons l'interpréter, et Freud, évidemment, en donnant le nom de Sade à cette perversion, et volonté de transgression qui enflait à l'infini et dont Lacan s'est moqué en lui accordant une importance beaucoup plus relative quant à la transgression qu'elle visait, eh bien, on peut penser maintenant que cela visait, ce fantasme sadien que Lacan a étudié, à élaborer une nouvelle syntaxe, un nouveau fantasme pour tenir lieu de rapports sexuels. Contemporain actif d'une remise en cause massive de l'Ancien Régime et du Dieu chrétien, en lui opposant son être suprême en méchanceté, Sade participait d'une époque où reculaient les précédents substituts qui masquaient efficacement le non-rapport sexuel, de sorte que son absence commençait de se dénuder à la Révolution. Avec le recul de Dieu, l'absence du rapport commence à se dénuder, bien entendu. Donc, se dénudait le fait que les discours ne comportaient aucune inscription de rapport sexuel, de rapport concernant les deux sexes comme tels. Ils comportaient à la place une loi sexuelle, notre loi sexuelle, selon quoi? Mais selon la grammaire phallique, vous la connaissez tous, la grammaire phallique de celui qui a et de celle qui est ce qu'il a, générée dans la Genèse et promue dans les sociétés patriarcales chrétiennes. C'est cette loi dont Lacan soulignait qu'il ne semblait pas qu'on se soit aperçu que ça n'était pas un rapport sexuel, mais que ça lui a été substitué. Je cite son propos exact, tant il est important, 1971. Ce que je propose est ceci, c'est de poser que le langage a son champ réservé dans la béance du rapport sexuel, tel que la laisse ouverte le phallus. Ce qu'il y introduit n'est pas deux termes qui se définissent du mâle et de la femelle, mais de ce choix qu'il y a entre des termes d'une nature et d'une fonction bien différentes qui s'appellent l'être et l'avoir. Ce qui le prouve, ce qui le supporte, ce qui rend absolument évidente, définitive cette distance, c'est ceci dont il ne semble pas qu'on ait remarqué la différence, c'est la substitution au rapport sexuel de ce qui s'appelle la loi sexuelle. Fin de citation. C'est un propos dont j'ai eu l'occasion l'année dernière de parler avec Paola Mieli de New York et son groupe, son association après coup. Et j'en profite pour vous dire que ce sera repris, cette rencontre sera reprise dans une petite édition bilingue qui, je crois, est prévue pour janvier. C'est bien ça. Donc, vous voyez l'articulation, ça c'est un des points pivots de Lacan. Comment une loi sexuelle, notre loi sexuelle, à tous, se substitue à un rapport sexuel, d'où on aperçoit bien entendu qu'un rapport sexuel comme tel, il n'y en a pas. Je ne vais pas reprendre ce soir le commentaire que j'ai effectué longuement dans différents ouvrages de en quoi
on voit immédiatement que la loi sexuelle n'est pas un rapport sexuel, ne serait-ce qu'elle ne concerne pas de sexe, puisqu'elle concerne un sexe et son objet. Ça ne fait pas deux. Sade proposait en somme une nouvelle loi sexuelle. Et la philosophie dans le boudoir était une solution révolutionnaire, c'est le cas de le dire, pour élaborer un nouveau substitut du rapport sexuel manquant. Et qui devait se substituer à ce qui en tenait lieu jusque-là, c'est-à-dire cette loi sexuelle d'un christianisme qui autorisait ce rapport, on le sait, pour procréer, à condition que ce soit pour procréer, et avec un interdit de la jouissance qui concourait aussi à masquer l'absence de ce que Lacan appelle le rapport sexuel au sens large, c'est-à-dire aussi au sens de deux sexes, ou au sens de rapport des sexes. Donc Sade surgit depuis sa prison en un moment de l'histoire où ce qui masque cette absence recule, où elle se dénude un peu plus. Son fantasme avec cet objet, ce fétiche noir du tourmenteur, comme Lacan l'appelle, passe à la place du sujet, se met à la place du sujet, pour se faire l'agent d'un autre suprême en méchanceté, vous connaissez tous ça, et de là cherche l'angoisse de l'autre. En aucun cas sa jouissance, son angoisse. Il met en acte violemment ce que Lacan allait montrer du passage d'un « il jouit » à un « il jouit de l'autre », en l'occasion du corps de l'autre, et il lui substitue par conséquent à ce il jouit, il substitue par conséquent un il jouit de, c'est-à-dire une disposition violente de son corps. En réalité, l'interprétation de Freud, considérant que Sade, comme la perversion en général, vise à éviter le rapport sexuel, probablement d'ailleurs pour avoir repéré qu'il n'y en a pas, probablement, eh bien cette interprétation est devenue tout à fait massive, actuelle, évidente, voire revendiquée, vous le savez, revendiquée. Alors il faut cependant y ajouter avec Lacan que ça concerne le rapport sexuel au sens large et non pas au sens courant du terme, c'est-à-dire aussi le rapport des sexes, bien sûr. Sade fut donc le premier, comme le remarquait Beauvoir, à revendiquer son orientation sexuelle violente, même s'il ne considérait pas qu'il l'avait choisie, et à la revendiquer comme une éthique applicable à tous. Vous avez tous en tête ce titre qui a une valeur ironique pour nous, mais non pas pour lui. Français, encore un effort pour être révolutionnaire, qui affirmait donc rien d'autre que le droit de disposer sexuellement du corps de quiconque, et réciproquement d'ailleurs, et cela au moment où la Révolution abolissait le droit à disposer du corps de l'esclave, bien sûr, avant que Napoléon le rétablisse, l'esclavage. Lacan fut beaucoup moins ému que ses contemporains par Sade. Sade n'était pas son prochain. Il ironisait même en soulignant que l'infinie transgression qu'il revendiquait, Sade, et qu'on lui attribuait d'ailleurs, n'allait pas plus loin en réalité qu'une maxime kantienne. Celle qui, par exemple, renonce à la jouissance si on lui promet le gibet ensuite. En outre, Lacan faisait remarquer ironiquement que Sade n'avait pas trouvé mieux pour avouer à son insu la limite de sa transgression que de coudre l'orifice vulvaire d'une mère afin d'en signifier l'interdiction en acte de la mère, bien sûr. C'est ce qu'on appelle une infibulation, n'est-ce pas? Pas une excision. Aujourd'hui, donc, nombre de mouvements rejettent l'inconscient, revendiquent leur pratique sexuelle sans l'avoir choisi, comme Sade, à condition bien sûr qu'elle soit non violente. Il ne s'agit pas de le mettre sur le même plan, ça va de soi. Et cette orientation constitue à la fois un symptôme et une identité. Ça se conçoit très bien, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il est tout à fait essentiel pour nous de concevoir en quoi le rejet de l'inconscient est nécessaire à certains. D'ailleurs, il est d'autant plus nécessaire à certains que les praticiens de l'inconscient, c'est-à-dire les psychanalystes, ne le conçoivent pas. Une deuxième objection.
On reproche à la psychanalyse de s'obstiner à se servir du concept du phallus alors qu'il est désormais massivement refusé, notamment comme instrument des logiques patriarcales. Autrefois, on reprochait à la psychanalyse d'avoir déterré ce concept dont le christianisme nous avait débarrassé en éliminant, en apparence du moins, le paganisme. Et la psychanalyse freudienne fut accusée de l'avoir réintroduit, tout en soutenant les logiques phalliques patriarcales. De fait, annoncer des concepts trouvés dans l'inconscient infantile, dont Freud considérait d'ailleurs qu'ils seraient ensuite, ou annonçait qu'ils seraient ensuite abandonnés à l'âge adulte. Et cette annonce prenant place dans un contexte social où ces concepts étaient en fait maintenus actifs en réalité dans la société, et dont les lois procédaient d'ailleurs, eh bien, peut en effet être considéré comme une validation de ces lois. Si on trouve les mêmes lois dans l'inconscient que dans la loi, alors la loi est valide. C'est comme ça que ça a été entendu pour beaucoup. C'était une façon de valider la loi. Dans une civilisation fondée sur le nom du père comme garant de l'interdit de l'inceste, énoncer la grammaire phallique de l'inconscient comportait de fait cette sorte de validation en son nom des logiques patriarcales. On a continué longtemps d'ailleurs à valider les logiques patriarcales sans recul parce qu'on les trouvait dans l'inconscient. C'était une sacrée validation. Et c'est au nom de l'inconscient psychanalytique que Freud, dit Lacan, rendait le phallus à l'homme. Lacan parle ainsi. Freud rendait le phallus à l'homme. C'est en son nom aussi de l'inconscient que l'anatomie était le destin. Parce qu'on l'a trouvé dans l'inconscient. Que la castration était définie de façon unilatérale dans le féminin. Ce ne sont rien que des imaginarisations du phallus en pénis. Évidemment, on les trouve dans l'inconscient. Ce sont des imaginarisations. Cette équivalence entre inconscient et politique pose de façon renouvelée une vaste question sur la nature de l'inconscient, qu'on n'a pas fini d'évaluer, de traiter, voire même d'aborder. L'inconscient du sujet autant que celui de la politique. Or, en tout cas, ce que Lacan, lui, a noté d'emblée, lorsqu'il a fait cette équivalence entre l'inconscient et la politique, donc vous le savez, puisqu'on en a amplement parlé l'année dernière, c'était le 10 mai 67, après avoir élaboré les découvertes nécessaires pour pouvoir le formuler, eh bien, ça ne l'a pas conduit, néanmoins, à valider ce qu'il trouvait dans l'inconscient en termes politiques. Loin de là, je vais y revenir. Alors, ça ne conduit pas non plus à des conclusions univoques. On peut penser, comme certains le font, que le pourtoutisme, c'est-à-dire la radicalisation de certains discours, le pour-tout des discours, la logique toute de certains discours, féministes notamment, a été et reste nécessaire, après tout, politiquement, tant que les logiques, tu le mentionnais tout à l'heure, c'était particulièrement sensible au début, mais ça le reste aussi d'une certaine manière encore à l'heure actuelle, tant que quoi? Tant que, diront certains, les logiques patriarcales conservent un noyau qui les pose comme une norme universelle, par exemple, puisque c'est évidemment le fond du patriarcat que de se présenter comme une norme universelle. Bien, on peut concevoir ça, par exemple. En tout cas, on ne peut pas concevoir quelque chose d'univoque à partir de cette équivalence entre inconscient et politique. Alors, on ne saurait pas en déduire que les discours féministes sont tout à fait justes, ce faisant, mais ils le sont à partie. Et leur politique du tout, il faut bien dire, a été mieux entendue sur l'évolution du féminin que ne l'était la psychanalyse freudienne, c'est le moins qu'on puisse dire. On ne peut pas non plus, à l'inverse, en déduire que cette psychanalyse freudienne, évidemment, avait tout faux, il ne manquerait plus que ça, lorsqu'elle tendait à valider les lois patriarcales au nom de l'inconscient. Et encore faut-il le reconnaître, c'est-à-dire que c'était un des points sur lesquels l'apport de Lacan était absolument nécessaire. Malheureusement, il reste en grande partie méconnu.
Alors, il est patent que ceux qui ont souligné cet excès des premières étapes de la pensée psychanalytique, comme par exemple les discours féministes, en ont produit d'autres d'excès qui produisent de nouvelles erreurs à l'heure actuelle, c'est sûr. Et donc, on ne peut pas définir dans tout cela une position simple qui soit univoque. Il faut la définir dans chaque cas, et dans chaque cas, ce qui s'avère juste. Donc, le plus souvent, les positions des psychanalystes consistent à objecter de façon globale au discours féministe et gender, parce que ceux-ci s'opposent globalement à eux, en méconnaissant, je l'ai dit, ce qu'ils ont de commun, parfois, la plupart du temps, à leur insu, avec les critiques lacaniennes. Et donc, c'est pas ainsi qu'on peut procéder, me semble-t-il. Tout ça, dans un cas comme dans l'autre, ne reflète pas le réel des enjeux. Et surtout, ce dont on s'avise dès qu'on s'y penche d'un peu près, c'est que le scalpel de Lacan, si l'on peut dire, il passe ailleurs que dans cette opposition sommaire. Cette équivalence entre inconscient et politique n'a donc pas amené Lacan à valider les logiques patriarcales au nom de l'inconscient, loin de là. L'inconscient s'interprète lui aussi, il l'a montré, et son interprétation l'amenait à la critique la plus effective sous une forme ironique des lois sexuelles en vigueur. Le 19 avril 1967, en une seule séance de séminaire, il montrait ce qu'il fallait entendre par complexe de castration au sein du rapport sexuel, qu'il avait découvert quelques années auparavant en y reconnaissant le rôle biologique de la castration évoqué, mais non découvert par Freud, qui était très simplement, si on peut dire, matérialisé par la coupure organique du rapport sexuel, qui disjoint les jouissances, qui nourrit l'angoisse et l'élaboration, deuxième point essentiel, d'une valeur de jouissance, par quoi la femme devient l'objet phallique. Deuxième pivot. De là résultait une réversion, troisième point pivot, même séminaire, même séance. Cette réversion, je cite, ça n'était plus « il jouit », jouissance subjective, c'était « il jouit de », jouissance objective, glissant, c'est une citation de Lacan, hein, glissant au sens de la possession. À son avis, c'est encore une citation, la forme la plus scandaleuse de cette opération se tenait de l'homme à la femme. Même si elle pouvait bien sûr, et elle peut toujours bien sûr, se produire en sens inverse. J'ai commencé à souligner cela en 1995. De là découlait ce que Lacan appelait, je cite, cette fiction mâle, cette fiction simplette promue comme loi sexuelle. Je rappelle là aussi cette citation, tout aussi oubliée que mémorable. En d'autres termes, je souligne la position de ce que j'appellerais la fiction mâle, qui pourrait à peu près ainsi s'exprimer « on est ce qui a ». Je poursuis la citation. Il n'est rien de plus content qu'un type qui n'a jamais vu plus loin que le bout de son nez et qui vous exprime la formule comme ça, provocante, en avoir ou pas. On est ce qui a, c'est toujours la citation, je poursuis. On est ce qui a, ce que vous savez, et puis on a ce qui est. Les deux choses se tiennent. Ce qui est, c'est l'objet de désir, c'est la femme. Cette fiction, simplette, je dois dire, est sérieusement en voie de révision. 1967. Depuis quelque temps, on s'est aperçu que c'est un tout petit peu plus compliqué. Fin de citation. J'ai repris la citation exacte après l'avoir très longuement commentée, parce que vous voyez combien, en somme, elle se suffit à elle-même comme point pivot massif, majeur, de toute l'articulation lacanienne, avec les deux autres que j'ai mentionné précédemment. Et si ce commentaire ironiquement critique ne suffisait pas quant aux lois patriarcales, Lacan étendait son interprétation de la loi sexuelle à la Genèse, toujours le 19 avril 67. Je cite à nouveau.
Seulement là où je parle de complexe de castration, avec bien sûr tout ce qu'il comporte de litigieux, car le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il peut prêter un tant soit peu à erreur sur la personne, et spécialement du côté mâle concernant ce que nous décrit si bien la Genèse, à savoir la femme conçue comme ce quelque chose dont le corps de l'homme a été privé. On appelle ça, dans ce chapitre que vous connaissez bien, une côte. C'est par pudeur. Fin de citation. Pourquoi par pudeur? Eh bien sûr, parce qu'il en dira un peu plus tard que cette côte, c'est l'os qui manque à l'organe, et qui, de ce fait, représente un enjeu massif. Cet extrait dont j'ai interprété l'articulation déchiffre donc dans la Genèse, de fait, la métaphore d'un complexe de castration comme fait de l'homme, et non pas, évidemment, en termes d'existence ou non d'un organe. C'est là, entre symbolique et réel, que ça se joue, et non pas dans l'imaginaire de l'organe, mais en termes donc de jouissance dans le rapport sexuel, avant de former par conséquent une valeur de jouissance, c'est-à-dire un plus de jouir reporté sur la femme pour en faire l'objet phallique de la loi du discours. Alors, vous savez, je ne vais pas m'y arrêter, il y a beaucoup de discussions à l'heure actuelle sur la côte et le côté pour savoir comment on doit traduire. En fait, ça ne consiste qu'à noyer le poisson, parce que bien entendu, c'est la côte dont il s'agit, en tant que l'os qui manque à l'organe, comme l'a interprété Lacan. Et d'ailleurs, des chercheurs américains qui ne connaissent pas les travaux de Lacan ont récemment interprété le mythe de la Genèse comme un mythe qui viserait à expliquer la disparition chez l'homme de l'os pénien, puisque les primates ont un os pénien. L'homme l'a perdu en des temps assez reculés. Et donc, ces chercheurs, qui sont des chercheurs juifs, interprètent la Genèse comme ce mythe qui vise à expliquer comment il a perdu son os. Bien, donc vous voyez, 67, la syntaxe phallique de l'avoir et l'être, 71, la substitution au rapport sexuel de ce qui s'appelle la loi sexuelle. Je passe très vite. J'ai longuement commenté tout ça. Après ce remarquable diagnostic, Lacan allait s'atteler ensuite à ce qui s'en déduit. Si cette loi est un substitut du rapport sexuel des sexes, eh bien alors s'annonçait la nécessité, d'une part, de construire un féminin logique, puisque la femme ne pouvait en aucun cas se résumer à sa position d'objet A dans cette loi. Enfin, la nécessité d'une déconstruction du masculin universel, c'est-à-dire de l'homme avec un grand H, c'est-à-dire cette construction du discours. C'est une construction du discours, bien sûr. L'homme avec un grand H, c'est-à-dire encore cette norme mâle, ce que Lacan appelle cette norme mâle et non pas cette normale, construite comme un tout oedipien et névrotique. Donc, les discours féministes refusent aujourd'hui ce concept du phallus comme élément de savoir logique, mais ils le refusent, vous le remarquerez, et c'est à leur suite d'ailleurs qu'il est massivement refusé. Ils ont été là aussi très entendus. C'est intéressant d'ailleurs en soi à remarquer. Ils ont été très entendus, mais ils le refusent au moment justement où ce phallus se déconstruit en acte, précisément, et pas seulement dans la théorie psychanalytique, mais aussi dans l'expérience sociale et l'expérience subjective. Ce phallus se déconstruit en acte. On pourrait penser donc que c'est de bonne logique de le laisser tomber lorsqu'il n'est plus utile, sauf que c'est plus compliqué. Puisque ces discours, sous le prétexte que le phallus est seulement masculin, en quoi ils se trompent, le récusent. Alors même que non seulement ce phallus s'est massivement redistribué dans l'expérience sociale de la sexuation, y compris dans l'expérience amoureuse, bien entendu, c'est massivement redistribué dans les deux sexes, comme chacun sait. Et il est devenu évident de façon contemporaine que le phallus est la chose du monde la mieux partagée, si je puis me permettre de le comparer à la bêtise. Dans les années 60, Lacan le décrivait dans les deux sexes déjà. Et déjà, il en constatait le caractère
en Bossepter dans les années 60. C'était pas encore fait dans l'expérience sociale et dans l'idéologie, bien entendu, c'était pas encore fait. Alors, il est dans les deux sexes pour différentes raisons, et notamment la raison de fantasme, ça va de soi, mais aussi pour une raison beaucoup plus réelle. C'est parce que la jouissance phallique, elle est dans les deux sexes, et dans toutes ses formes. Elle est dans les deux sexes, d'abord parce que psychiquement, elle a été maintenant restituée aux femmes. Les femmes ont maintenant le droit de faire toutes sortes de compétitions à mobilette. Elle a cessé de leur être interdite. Donc, la dite libération a commencé par là. La libération, c'était la libération de la jouissance phallique des femmes, bien sûr. Or, cette jouissance phallique est strictement équivalente dans les deux sexes au niveau psychique. Elle a fonction de signifiant, et non pas de signifier. Non pas de signifier symbolisé par un organe. C'est la jouissance elle-même qui a fonction de signifiant. Lacan a souligné cette erreur commune qui était de prendre le phallus pour le signifiant, alors qu'il n'en est que le signifié. C'est la jouissance phallique qui est le signifiant. Et donc cette jouissance, il est apparu désormais, évidemment, qu'elle est présente des deux côtés du sexe, qu'il s'agisse des performances de discours, de constitution des objets sexuels ou même d'orgasmes, faisant bord dans la définition de Lacan à l'élaboration de l'inconscient. C'est donc une équivalence phallique dans les deux sexes. Ça ne veut pas dire, vous le savez, identité, puisque dans le féminin s'y ajoute possiblement autre chose, une autre jouissance. Donc, au moment où et je vais arrêter là, où se réalise dans les faits cette égalité qui comporte en partie une équivalence phallique longtemps revendiquée, c'est là que les féminismes et les genders refusent tout net qu'on leur parle encore de ce damné phallus. C'est très bizarre. Le phallique est violemment récusé au moment même où les discours féministes en ont obtenu la disposition, en quelque sorte, la reconnaissance sous la forme, justement, de la jouissance phallique. Ils avaient raison de dénoncer le tout phallique de la logique oedipienne, freudienne, alors que, évidemment, les dégâts en ont été considérables dans la mesure où Lacan n'a pas été entendu. S'il avait été entendu à ce moment-là, les choses auraient pu s'équilibrer un tout petit peu. Donc, ils avaient raison de dénoncer cette logique oedipienne comme totale, normale et universelle. Mais le problème, c'est qu'ils refusent maintenant tout autant le patou phallique que le tout phallique. Alors que le patou phallique, c'est le réel de l'expérience. Et pas seulement celui de la logique du féminin ou la logique préférentielle du féminin. N'en vouloir rien du tout, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, soutient le tout. Cela consiste plutôt à se retrancher dans le tout. À se retrancher dans le tout tel qu'on peut le déchiffrer dans l'étourdi, je termine là-dessus, où Lacan parle de ce qu'il appelle, ironiquement, l'hylophallus. L'hylophallus, c'est une très belle expression et très drôle pour parler du tout phallique, du pourtoutisme donc, de la logique toute. En effet, l'univers de la logique toute phallique, à l'extrême, vous avez bien sûr les totalitarismes. L'univers de la logique toute phallique, qui était un continent, est en effet devenu une île. Et de l'île, eh bien, elle s'est elle-même transformée en îlot. Oui, mais c'est un îlot d'où partent des missiles, si je puis dire. Lacan semble dire que certains se retranchent d'autant plus dans cet îlot que d'autres s'en retranchent. Je vais donner la citation, bien sûr. Je cite. Bref, on flotte de l'îlot phallus à ce qu'on s'y retranche, de ce qui s'en retranche. Fin de citation. Ce phallus, en somme, flotte du fait qu'il y en a qui s'y retranchent et d'autres qui s'en retranchent, et que ceux qui s'y retranchent du fait que d'autres s'en retranchent. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Ça va très loin. Ça va très loin. C'était une chose évidemment sur laquelle j'aurais à revenir, à articuler cette interprétation. Et il ajoute bien entendu qu'il trouve intéressant que des femmes ne dédaignent pas d'y prendre rang. Il apparaissait déjà évident
à cette date, il y a 50 ans, que l'hylophallus, donc la logique toute phallique, n'était plus seulement le fait des hommes, car les femmes y prenaient déjà rang, en effet, et non pas à titre d'exception comme elles l'avaient toujours fait, bien sûr, mais à titre de discours organisé au nom de toutes les femmes. Il y a 50 ans. C'est vraiment de là que ça peut se repérer comme une date décisive. C'est bien sûr les discours féministes, nommément, bientôt étendus aux genders. Quant aux hommes pourtoutistes, Lacan les appelait les homoddits. Ça s'écrit H-O-M-M-O-D-I-T. Non pas pour dire qu'ils sont maudits, mais pour dire qu'ils sont homos. Ce qui est cohérent avec toute sa définition notamment de l'hétéro, c'est-à-dire est hétéro ceux qui aiment les femmes, quel que soit son sexe. Vous voyez, la sexuation de Lacan n'est pas la même que celle des discours actuels, bien entendu. Voilà. Il désignait donc cette interdépendance qui est à étudier, à mon sens, de façon très précise, entre ceux qui se retranchent dans le tout du phallus, d'autant plus que d'autres s'en retranchent. Ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant et bien entendu, on peut le ressentir, si ce n'est l'évaluer. On peut le ressentir. Je m'arrête là. Si, écoute, alors, on va lancer la discussion. Non, ce que tu dis est très important et j'entends bien tous les malentendus voilà, qui ont émaillé les discours concernant la psychanalyse. Tu les débusques remarquablement, tu les soulignes très, très justement. C'est vrai que Lacan a occupé une place à part pour Gell-Rubin, pour Butler, etc. Ça, c'est dans la suite de Foucault, où Foucault flinguait la psychanalyse, c'était la suite de la direction de conscience et de la confession, mais il a toujours ménagé une place un peu à part à Lacan. Donc, ça, c'est vrai. Je pensais, ce que tu as dit sur les questions de la sexuation, etc., effectivement, comme toujours, extrêmement intéressant quand tu le commentes. Je me demande si c'est, comment dire, si ce sont des malentendus honnêtes ou un peu malhonnêtes qu'on a, par exemple, sur la question de l'usage du mot phallus dans la psychanalyse, qui fait que, prononce ce mot-là dans certains lieux, tu ne finis pas ta conférence. Je veux dire, donc, c'est simplement, voilà, pourquoi avoir choisi ce symbole, pourquoi avoir choisi ce signifiant. Moi, j'ai quand même le sentiment, je pensais à ça quand ce que tu as dit au début sur la question du choix inconscient. Et je pensais au fond, tout ce que, par exemple, en particulier Butler, mais pas seulement, dit sur le performatif. C'est-à-dire que je dis, et ça a un effet d'évidence. Voilà. Si ce choix est inconscient, on voit la complexité pour comprendre la portée de ce qu'on pourrait appeler le performatif. Et c'est vrai que cette idée-là me paraît un point très important parce que c'est vrai que le choix inconscient paraît comme un oxymore. Je l'ai toujours entendu, moi, mais ce n'est pas la seule façon de l'entendre et je pense que c'est très polysémique, aussi comme une anticipation, c'est-à-dire c'est une anticipation de la cure. Il va falloir assumer un peu ce que dit Freud sur les raisons pour lesquelles, même si on n'en sait rien au départ, on paye les séances où on ne vient pas, etc. C'est-à-dire, par anticipation, on a à répondre de tout ça. Mais c'est aussi un choix inconscient au sens où il y a du sujet, c'est-à-dire qu'avec Lacan, ça prend une autre dimension, c'est-à-dire où il y a du sujet. Et effectivement, le performatif, on voit là, me semble-t-il, entre la dimension du choix inconscient et la question du performatif, l'espèce de collage qui rend difficile le dialogue avec, tu vois, ces différents discours, même si toi, tu l'as initié d'une façon remarquable. Il me semble quand même qu'on a affaire à, plus globalement, et Lacan parlait de ça aussi, à un rejet de l'inconscient au sens l'inconscient freudien, lacanien. Hein, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la division de l'inconscient est absolument rejetée. On ne dit pas qu'il y a une part inconsciente, c'est-à-dire au sens une part insu, mais elle est soit, elle relève du sociologique et de l'hystérique, du sociologique
et de l'historique, totalement. C'est-à-dire, c'est la fameuse question d'où tu parles, qui peut être adressée à quelqu'un quand il prend la parole, voilà, qui fait qu'on ne peut parler que de ce qui relève de ses propres particularités sociales, ou alors de l'organicité. Hein, je crois qu'il y a un livre que je n'ai pas lu d'ailleurs, de Nakache, qui est pourtant quelqu'un que j'estime sur l'inconscient organique. C'est-à-dire, on bascule entre ces deux pôles, mais ce qui faisait la spécificité, ou ce qui fait la spécificité de l'inconscient auquel nous avons affaire, nous, dans les cures, après Freud et après Lacan, ça reste insupportable. Bien sûr. Non, mais c'est évidemment par là que j'ai commencé. Mais ce que je voulais dire en constatant cela, c'est que moi, je le comprends qu'on rejette l'inconscient. Et je ne vois pas au nom de quoi les psychanalystes ordonneraient d'intégrer l'inconscient. Ah non, non, mais mais oui, mais à l'époque. Dans les discours sociaux. Oui, mais à l'époque où la psychanalyse, je t'ai entendu tout à l'heure te féliciter du fait qu'elle avait plus pignon sur rue. C'est parce que tu sais bien qu'à l'époque où elle avait pignon sur rue, elle disait des choses comme ça. Oui, mais c'était sur un malentendu total, on est bien d'accord. Absolument. Bien sûr. Absolument. Non, ça, le malentendu a toujours été là. Absolument. Et là, le succès de la psychanalyse dans le social, en particulier dans les années 60. C'était un malentendu. C'était sur un malentendu. Mais ça n'empêchait pas le malentendu, lui, les psychanalystes de se conduire de cette façon-là, c'est-à-dire de considérer qu'ils détenaient une norme et qu'il n'y avait pas d'autre moyen de faire que les autres. Bon. Or, le rejet de l'inconscient, moi, je le conçois tout à fait. Je le conçois. Je le conçois. Non, oui. Mais bien sûr. Sauf que c'est ça qui rend la psychanalyse un peu inutile. S'il n'y avait que ça ne serait rien du tout. C'est l'élément fondamental et le reste. Il y a les psychanalystes. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est ça l'élément fondamental et le reste n'en est, me semble-t-il, que la déclinaison, que les modes de déclinaison. On pourra en reparler si tu veux. Est-ce que quelqu'un veut intervenir dans le Zoom ou dans la salle? Pas de questions? Il n'y a pas personne. Ah oui, bien sûr. Pour changer le verre. Non, voilà. D'abord, je suis venu parce que le thème est vraiment interpellant. C'est-à-dire que celui qui pratique la psychanalyse, quand vous posez un thème comme ça, un sujet comme ça, il n'a que le dire. Vous voyez. Vous avez évoqué toute cette critique par rapport à la psychanalyse, le verborisme au nom de la science. Parce que Watson, effectivement, s'appuie disant que tout ce qui est intérieur, c'est trop flou. Nous allons effectivement être scientifiques, c'est-à-dire observants le comportement. Donc l'observation, genre le principe de la science, voilà, le comportementalisme, effectivement, c'est scientifique. Donc, en quoi, avec la psychanalyse, ce serait moins scientifique, au moins, enfin, moins scientifique ou pas scientifique. Je veux dire, par rapport, effectivement, peut-être, prenons Lacan, par rapport à cet article, La science et vérité. Dans cet article, Lacan, à plusieurs reprises, insiste que le sujet de la psychanalyse est le sujet de la science. Et il martèle, quoi. Absolument, c'est celui de Descartes. Exactement. Et le sujet de la science, effectivement, c'est Descartes qui inaugure, en l'ancrant le sujet dans l'être, le cogito ergo sum, et en même temps, ce sujet-là, et c'est un sujet qui est structuré, c'est-à-dire que il y a quelque chose. D'ailleurs, vous savez sûrement que c'est pour ça que Lacan, après avoir établi que c'était le même sujet, a montré en quoi le sujet de Descartes était un sujet un peu délirant, délirant selon l'autonomie, le délire d'autonomie précisément, parce qu'il fondait la pensée sur l'être sur la pensée, alors qu'il n'y a aucun moyen de fonder l'être sur la pensée. C'est pourquoi. C'est très intéressant de voir, à lire le discours de la méthode et voir
enfin, de tournure qu'elle prend, parce que ce sera long ici d'évoquer, comment qu'il arrive effectivement à tourner les choses d'une façon, disons, faire une sorte de magie pour arriver à ce point. C'est très intéressant, on voit aussi pourquoi que Descartes se tenait si fortement à l'être, à la certitude de son être. Il était constamment, effectivement, en conflit avec les sceptiques, et les sceptiques mettaient en cause l'être, leur être. Ils se demandaient, est-ce qu'on existe ou pas? Pour vous dire qu'il y a dans les méditations un endroit où Descartes dit, je suis devant la fenêtre, je vois des hommes, et puis ces hommes... Ils sortent des chapeaux. Oui, non, et des hommes disparaissent. Et là, nous sommes exactement dans la situation de Schreber. Flüchtig in Maschinenmanner, que Pichot a traduit en 6-4, des hommes qui peuvent complètement disparaître. C'est-à-dire un état de déréalisation. Descartes, effectivement, par rapport effectivement le processus subjectif interne, il faut asseoir l'être. En tant que je suis, j'existe en tant que certitude. Ceci dit, le sujet effectivement de Descartes, structure effectivement, c'est un sujet qui, on peut dire, de certitude, forcément du semblant. Et Lacan, par rapport à la science, la science ne veut rien savoir à la vérité comme cause. Oui. Et même, ça fait son progrès. Et il appelle ça, effectivement, la forclusion. La forclusion, effectivement, de cette vérité en cause. Et dans un autre article, dans les écrits, il parle effectivement de la, pas de la science, mais toute cette scientifisation qui amène effectivement à la forclusion du nom du Père. Il y a un des élèves... Il parle de forclusion du sujet. Hein, forclusion du nom du Père, il dit. Peut-être on peut demander s'il y a d'autres questions. Oui, on va pas monopoliser une seule question. D'accord. Juste pour dire qu'il y a un des élèves aujourd'hui de Lacan, que certainement vous connaissez, Melman, qui a écrit un livre dont le titre est L'homme sans gravité. Et dans lequel il dit que tous les gens qui viennent pour lui demander une cure, ce sont des gens qui sont des borderline. Par conséquent, on ne peut pas leur proposer une cure parce que la cure psychanalytique n'est pas faite pour les borderline. Borderline, ça veut dire nous sommes au bord de la psychose. Voilà aujourd'hui le questionnement qu'on peut se poser. C'est une position qui engage nullement. Il y avait peut-être un biais dans le recrutement de ces patients. Mais... Bon, en tout cas, on ne parlait pas de ça. Non. La science, oui. En tant que, disons, qui nous prend partout, il y a quelque chose qui est très important. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont là. Je ne sais pas s'ils ont des questions, mais on ne peut pas monopoliser. Parce que sinon, parce qu'on va bientôt finir dans quelques minutes. Donc, Marie est là. Paola, tu veux dire quelque chose? J'ai une question pour toi, Gisèle. Je voudrais que tu articules un peu cette question de la jouissance phallique et du phallus, c'est-à-dire signifiant civil, le malentendu qu'il y a là. Est-ce que tu peux dire un peu quelque chose? Ça fait allusion donc à un passage qui est assez célèbre de Lacan, puisqu'il parle donc de cette erreur commune qui consiste à confondre le signifiant et le signifié à propos du phallus, et à faire remarquer que c'est l'erreur de tous, en somme, il l'appelle l'erreur commune, mais
que le transsexuel a une particularité, c'est que lui, il veut la réparer, cette erreur, chirurgicalement. C'est sa folie, ce qu'il appelle sa folie à lui. Bon, alors, à partir de quoi j'ai vu beaucoup de textes psychanalytiques qui en déduisaient qu'il n'y avait que le transsexuel qui faisait cette erreur. C'est commode, puisque, évidemment, c'est l'erreur de tous. Ça consiste à interpréter, mais Lacan lui-même l'a faite. Je pense que s'il dit erreur commune, c'est parce qu'il sait très bien qu'il l'a faite. Très longtemps, il a pensé que le phallus, c'était l'image de l'organe symbolisé, et puis ensuite on retirait l'image, comme dans le signifiant des mystères, dans la signification du phallus, on retirait l'image, et dès lors qu'on n'avait plus l'image, ça faisait un signifiant. C'était sa théorie du signifiant. Et après tout, il est parti de là pour cheminer jusqu'à la jouissance phallique. La jouissance phallique, c'est 1900, enfin, au moment en tout cas où il fait cette remarque, je crois que c'est 71, enfin c'est évidemment beaucoup plus tard. C'est là, à ce moment-là, en toute petite lettre, si je puis dire, avec une toute petite allusion, qu'il dit, mais c'est l'erreur commune de prendre, alors, de croire que le phallus, comme organe symbolisé en érection, bien sûr, c'est ça, alors que lui dit que le véritable signifiant dont se sert l'ordre symbolique, parce qu'évidemment l'ordre symbolique a emprunté son signifiant maître à la jouissance phallique, et bien que le véritable signifiant, c'est la jouissance. On voit tout de suite la différence que cela fait, la différence énorme que cela fait, et on se demande comment les discours féministes ne se sont pas servis de ça, puisque si ce qui devient signifiant, c'est la jouissance, eh bien, elle est la même dans les deux sexes, tout simplement. Et de confondre la jouissance avec l'organe, évidemment, il n'est pas le même dans les deux sexes. Mais la jouissance, elle est la même dans l'orgasme, si on restreint un instant le terme de jouissance à ça, la jouissance organique, l'orgasme est le même dans les deux sexes. C'est même là-dessus que se sont battus, à juste titre, de nombreux discours féministes pour revendiquer la jouissance clitoridienne. C'est là-dessus qu'elles se sont battues, sauf qu'elles n'ont pas, ils n'ont pas aussi fait le pas supplémentaire qui consistait à s'apercevoir que c'était ça le phallus, c'est-à-dire la jouissance, et non pas l'organe. L'organe, encore une fois, n'est pas du tout le même dans les deux sexes, mais la jouissance, oui. Donc, ça change tout, si je puis dire. Est-ce que ça répond à ta question? Ça aussi, on a eu l'occasion d'en parler à New York. Oui, je pense que, comme tu dis, c'est lui-même qui, c'est-à-dire, il lui a fallu tout un parcours pour y arriver. Oui, tout à fait. Oui, pour se défaire de cette erreur, oui, absolument. Et ça aussi, c'est une erreur qui allait dans le sens des revendications féministes. Évidemment, lui, il ne l'a pas dit, ça, on sait bien qu'il ne l'a pas dit, puisqu'il a plutôt bataillé contre les discours féministes pour dire que, à condition qu'ils ne s'éblouissent pas d'une nature antiphalique, comme il disait, dont il n'y a pas trace dans l'inconscient, eh bien, il parlait là des femmes comme étant les meilleurs ou les pires des psychanalystes. Donc, c'est à ce moment-là que la distinction était effectuée de façon majeure. Ça, c'est dans les dernières années, c'est 1980. La distinction a été effectuée et personne ne s'en est servi, alors que c'est un renversement conceptuel fondamental, y compris dans sa théorie à lui, d'abord dans sa théorie à lui. C'est ça la question. Oui. Il y a une question là de Oui. Corpel. Oui. On peut enlever ça? Non, on ne peut pas l'envoyer. La question est là. Ah, c'est la question par écrit. Si la jouissance est la même, pourquoi Lacan parle d'une jouissance autre? D'accord, j'ai bien. Quand je dis la jouissance est la même, je parle évidemment de la jouissance phallique. La jouissance phallique est la même dans les deux sexes, que ce soit sur le plan psychique, on la connaît bien, sous toutes ses formes, elle a trait à toutes les performances, si on peut dire, de la parole. C'est ce qui accompagne la parole, la jouissance phallique. Donc, toutes les réalisations de discours sont de la jouissance phallique, et elle est la même, effectivement, dans les deux sexes. Par contre, je disais, ça ne définit pas cette équivalence entre la jouissance phallique des deux sexes, ne définit pas une identité, puisque dans le féminin,
il peut y avoir, parce que ça se choisit, ça aussi, il peut y avoir une autre jouissance en plus, une jouissance supplémentaire, c'est pour ça qu'elle est appelée comme ça, qui n'est pas de la jouissance phallique, ce qu'on appelle effectivement la jouissance autre, et qui consiste en toute autre chose que la jouissance phallique, parce qu'elle consiste à pouvoir jouir du corps de l'autre, ce que ne peut pas la jouissance phallique. Voilà. Oui. On va peut-être mettre Oui. Voilà, laisser ces questions en suspens. On se retrouve en janvier. Alors, on se retrouve le 12 janvier avec Elisabeth Roudinesco. Avec Elisabeth Roudinesco. Voilà. On lui laissera évidemment beaucoup de temps, et puis nous, on ajoutera des choses. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.